C'est une journée d'hiver froide et venteuse. Un homme quitte la chaleur de sa maison pour récupérer des branches de pin qui compléteront le décor des fêtes de Noël. Mais ce qu'il va découvrir va bientôt ébranler toute une communauté et les services de police locaux. Il était de notre devoir d'arrêter ce meurtrier pour que les gens reprennent le cours de leur vie. Elle marchait sur ce chemin en direction des toilettes et elle a remarqué un homme qui en sortait. Quelque chose clochait. Comment expliquer que cette femme ait disparu? Pourquoi? On ne voulait pas que les gens pensent qu'il y avait un tueur en série en liberté. Pour le meurtrier, tuer était devenu un besoin. Ce morceau de peau contenait un indice précieux pour les enquêteurs. Tu peux me mentir à moi, mais pas à Dieu. Êtes-vous responsable de la mort d'une de ces femmes? Bonjour. Le 12 juin 1993, au cœur de l'hiver austral, le corps sans vie d'une jeune femme est découvert dans un parc de Frankston, une ville balnéaire du sud de l'Australie. En examinant la scène de crime, les inspecteurs comprennent aussitôt que les indices dont ils disposent ne leur permettront pas d'appréhender l'assassin sans avoir à mobiliser toutes les ressources de la police scientifique. Alors que les experts se mettent au travail, les habitants de la région se demandent avec angoisse si le meurtrier va frapper à nouveau. Chaque jour qui passe augmente la menace et peu à peu, le cauchemar s'installe. On nous a appelés vers 20h environ. C'était vraiment une soirée abominable. Les éléments étaient déchaînés, le vent, la pluie. Pour nous, ça a sérieusement compliqué les choses. Le risque de passer à côté d'indices et de preuves importantes était énorme dans une situation comme celle-ci. Les preuves biologiques qu'on aurait voulu retrouver étaient des échantillons sanguins et autres fluides corporels. Mais avec ces conditions météo, selon toute probabilité, on avait peu de chances d'en trouver. Le criminel ne pouvait pas espérer de meilleures conditions pour commettre ce meurtre. Ça a été vraiment difficile de réunir des preuves sur la scène du crime. La victime était une jeune fille. Elle était sur le dos et une branche très fine était posée sur elle. Je ne vois d'ailleurs aucune explication à la présence de cette branche. Ça ne servait pas à dissimuler le corps. En ce qui concerne la question de l'agression sexuelle, son survêtement n'avait pas été enlevé, mais le haut du corps était exposé. Il y avait des plaies importantes au niveau de la gorge qui, selon moi, à ce moment-là, étaient la cause du décès. L'autopsie a révélé de nombreux bleus et abrasions sur les bras et les mains, ce qui laisse penser que la victime a tenté de se défendre. Mais aucune des blessures observées sur les bras et les jambes n'a pu être causée par un couteau ou un objet tranchant. Ce qui laisse suggérer que la victime a perdu connaissance avant d'être attaquée avec un couteau. Les yeux injectés de sang de la victime sont révélateurs de ce qui s'est passé. Autour des yeux, dans la paroi oculaire et à l'intérieur des paupières, on a pu observer de petites hémorragies connues sous le nom d'hémorragie pétéchiale, ce qui accrédite la thèse de la mort par strangulation. On a aussi remarqué des contusions plus légères qui laissent supposer que le corps a été déplacé et peut-être traîné. Ce qui nous donne un aperçu du modus operandi de l'assassin. Mais les plaies sur la poitrine de la victime sont une signature très troublante. Il n'y avait ni contusion, ni présence de sang au niveau des parties charnues. Donc, ces mutilations ont lieu post-mortem. Ce qui m'a interpellé, tout comme le reste de l'équipe, c'est cette croix sur la poitrine. On s'est demandé si c'était satanique, si on avait affaire à une personne qui tuait pour les sensations que ça lui procurait. Qu'est-ce qui l'a poussé à tuer? Il ou elle, d'ailleurs, parce que ce n'est pas propre à un genre en particulier. La police apprend qu'on a signalé la disparition d'une jeune fille de 18 ans. Les enquêteurs intensifient leurs recherches. Le lendemain matin, les conditions météo étaient bien meilleures. Il ne pleuvait plus. Le lieu était beaucoup plus exploitable pour nous. À proximité de l'endroit où le corps a été découvert, on a retrouvé un sac de sport bleu et blanc qui contenait plusieurs manuels scolaires.
et certains portaient le nom d'Elizabeth Stevens. Le corps d'Elizabeth Stevens a été retrouvé dans un fossé d'écoulement très tard samedi soir, à la Lloyd Recreation Reserve, située à moins d'1 kilomètre de chez elle. Originaire d'Hobart, elle était inscrite à Frankston et habitait chez son oncle à Long Warren. On ne pouvait pas croire qu'il s'agissait d'elle. On s'attendait à la voir passer la porte. La brigade des homicides ne dispose d'aucune piste vraiment concrète et essaie toujours d'établir le mobile de ce meurtre violent. Il tente en ce moment de reconstituer l'emploi du temps d'Elizabeth Stevens. Reconstituer les dernières heures de la victime était d'une importance capitale pour l'enquête. On savait qu'elle avait laissé un mot à l'attention de son oncle et de sa tante disant qu'elle allait à la bibliothèque. Elle y a indiqué qu'elle rentrerait aux environs de 20 heures. On savait donc qu'elle s'était déplacée et qu'elle était allée vers le quartier des affaires de Frankston. On a pu établir qu'Elizabeth avait appelé sa sœur et qu'elle avait prévu d'aller la voir le lendemain. Et on sait que cet appel a été passé depuis le quartier des affaires. La police décide ensuite de s'adresser à la population. Dans l'une des maisons où les inspecteurs s'arrêtent, ils pensent avoir découvert une piste sérieuse. Pour toutes nos enquêtes, on fait appel à la coopération de la population. Les inspecteurs de police sont peu nombreux, contrairement aux citoyens de cette ville. La police espère que ce mannequin, habillé des mêmes vêtements qu'Elizabeth Stevens la nuit de sa disparition, ravivera peut-être les souvenirs de ceux qui ont croisé la route de la jeune fille ce vendredi soir. On a distribué des tracts, établi des barrages à des endroits où on a installé des mannequins habillés comme la victime, ce qui nous a permis de trouver des témoins et de reconstituer l'emploi du temps d'Elizabeth. L'un des endroits où elle s'est rendue est un restaurant qui prépare des plats à emporter en plein centre-ville. On sait aussi qu'elle est passée par le TAFE College aux alentours de 19 h ce soir-là. Ensuite, tout n'est que supposition pour savoir comment elle est allée à l'endroit où elle a été retrouvée morte. Le bus est la solution la plus logique. A-t-elle été suivie par un client du restaurant, quelqu'un du bus? Tandis que les appels à témoins saturent le central téléphonique du commissariat, Charlie Vézina et son équipe poursuivent leur enquête de voisinage à la recherche du moindre indice. Et soudain, la réaction inattendue d'un homme mobilise l'attention des policiers. Aurait-il, par hasard, débusqué l'assassin? Dans une des maisons, le propriétaire nous a violemment claqué la porte au nez. Ce qui a forcément éveillé nos soupçons. On a donc fait en sorte d'entrer dans la maison, et il y avait du sang partout. Pour nous, il s'agissait d'une scène de crime. Mais en fait, le propriétaire s'était auto-mutilé et c'est tout. Mais il nous a fallu des heures pour l'éliminer de la liste des suspects. Pour la police, c'est presque un retour à la case départ. On passe d'un état d'excitation à l'abattement. Et c'est peu de temps après qu'on a appris la disparition d'une jeune femme dans la région de Frankston. Plus d'une centaine de bénévoles ont rejoint la police qui s'est lancée à la recherche de Deborah Ann Frim. On est complètement dévastés. On a un petit garçon qui est né il y a 12 jours. On n'y arrive pas, c'est trop dur. Tous les témoignages disaient que Debbie était une mère aimante, si heureuse d'avoir son bébé. Elle adore notre bébé, et elle-même. Depuis la naissance, c'était juste fantastique. On n'aurait pas pu être plus heureux jusqu'à ce que ça nous arrive. On s'est posé la question de savoir si elle souffrait de dépression postnatale, comme elle était une jeune maman. Mais cela semble improbable, et l'hypothèse est même rejetée par l'ami venu dîner chez elle la nuit où elle a disparu. Debbie s'est rendue compte qu'elle n'avait plus de lait, et elle lui a dit qu'elle allait en acheter dans une épicerie du coin. Elle a laissé le bébé à son ami pour aller en chercher, mais elle n'est jamais revenue. Évidemment, je me suis dit que quelque chose clochait. Comment expliquer que cette femme ait disparu? Pourquoi? Cette disparition prend rapidement une tournure tragique. La même nuit, à une station de là et 2 heures avant la disparition de Debbie, une autre jeune femme est agressée. Elle marchait sur ce chemin en direction des toilettes et elle a remarqué un homme qui en sortait, mais sans vraiment s'attarder sur lui. Mais ensuite, elle a senti quelqu'un dans son dos qui l'a agrippée. Ensuite, l'homme l'a menacée et lui a fait comprendre qu'il avait une arme ou un couteau, qu'il a appliqué contre sa tête. Rosa voulait qu'il prenne la bague de valeur qu'elle portait, mais il ne l'a pas fait.
Elle a finalement réussi à le repousser et à s'enfuir. Elle s'est mise à courir le long de la route et il la poursuivait. Heureusement pour elle, une voiture s'est arrêtée. Rosa Toss échappe à son agresseur et rentre chez elle. Dans le même laps de temps, la police recherche toujours activement Debbie Freem, 22 ans. Un de mes collègues et moi, comme on savait que Debbie était sortie pour acheter du lait, on a décidé d'aller jeter un œil dans les épiceries du quartier. On revenait au commissariat quand j'ai remarqué une voiture grise qui correspondait à la description de celle de la jeune femme. C'était dans Madden Street, juste devant le bâtiment qu'on appelle, je crois, le Christian Life Center. Et il y avait un impact sur la voiture qui laissait penser qu'elle avait été accidentée. La police lance un appel à témoins pour savoir si un accident impliquant la voiture de Debbie Freem, retrouvée à 2 km de chez elle, aurait été signalé. D'après le mari de Debbie, il n'y avait pas de marque sur le capot quand il l'a garée jeudi soir. On a examiné la voiture, pris de nombreuses photos. Le mauvais temps approchait, alors il était impératif de déplacer le véhicule dès que possible. Donc, on l'a rapatrié au laboratoire de médecine légale pour approfondir nos recherches. Les impacts allaient du haut du capot à la plaque d'immatriculation, en passant par la calandre. Ce qui, pour moi, montre qu'elle a percuté un objet, probablement un panneau de signalisation ou une clôture. Pour savoir ce qu'a percuté la voiture de Debbie et trouver un indice sur l'endroit où pourrait se trouver la disparue, le labo examine la plaque d'immatriculation. La présence de petites traînées orange est relevée. J'ai examiné ces traces à l'aide d'un microscope extrêmement puissant pour essayer d'en déterminer la composition chimique. Et il ne s'agissait pas de peinture, de plastique ou de bois. C'était plutôt lié à un sol, de la roche réduite à l'état de poussière, ou même des briques. La voiture de Debbie a percuté un mur de briques. Des fragments sont restés incrustés dans le capot et la calandre. C'est l'hypothèse que retiennent les experts de la police scientifique. Pour autant, l'accident est-il survenu quand la jeune femme allait acheter son lait ou sur le chemin du retour? Comme ses courses et son portefeuille ont disparu, une autre question se pose. Était-elle au volant ou son agresseur conduisait-il la voiture à sa place? Et un détail va permettre de le déterminer. Quand j'ai examiné la voiture, j'ai remarqué que le siège conducteur était très incliné et reculé au maximum. Ça m'a laissé penser que quelqu'un plus grand que Debbie était au volant pour la garer sur Madden Street. Et j'ai trouvé des traces de sang sur des brins d'herbe sur le siège passager et d'autres traces de sang sur le siège conducteur. Ce sang est celui de Debbie Freem. Mais qui a conduit la voiture jusqu'à Madden Street? La jeune mère de famille est-elle toujours en vie? La police est arrivée à Carrum Downs, où le corps d'une jeune femme vient d'être retrouvé entre Wedge Road et Thompson's Road. Taylor's Road est une route qui n'est pas encore goudronnée. Il y a des champs de part et d'autre. Et le corps a été découvert entre des arbres et une clôture de barbelés. On a tout de suite supposé que c'était celui de Debbie Freem, disparu depuis plusieurs jours, et dont la voiture avait été retrouvée sur Madden Street, à Frankston. Les habitants à proximité de Seaford et Frankston vivent dans la terreur depuis ce second meurtre en quelques semaines. Le cadavre de Deborah Ann Freem a été découvert à proximité d'un chemin de terre à Carrum Downs, à 10 km de son domicile. Malheureusement, aucun indice sur la scène de crime n'est venu nous éclairer sur l'identité du meurtrier. On était toujours dans le flou le plus total à ce stade de l'enquête. Mais si la police ne relève aucun indice sur le tueur, il a pourtant laissé des signes révélateurs sur son passage. Des signes qui le relient au meurtre d'Elizabeth Stevens, dont le corps a été découvert un mois plus tôt. Le corps de la victime était recouvert de branches. Et même si je ne suis pas allé là où le cadavre d'Elizabeth Stevens a été découvert, je savais qu'on avait également relevé la présence de branches sur elle. Sur l'herbe, tout près de l'endroit où le corps de Debbie était caché, il y avait une grande quantité de sang, ce qui pour moi veut dire qu'elle a été tuée puis cachée. Sa robe était relevée pratiquement jusqu'à la taille, mais ses sous-vêtements étaient intacts, tout comme Elizabeth Stevens.
Elle est décédée des multiples blessures qui lui ont été infligées au couteau, pas seulement au niveau du cou, mais également au niveau de la poitrine, comme si elle avait été attaquée par un forcené. Quand le corps de Debbie Freem a été découvert, et après son autopsie, on a pu comparer les blessures post-mortem qui lui avaient été infligées à celles de la première victime. Et on a remarqué les traces évidentes de strangulation, la similitude des coups de couteau, plus les blessures post-mortem. Tous ces éléments concordaient et nous laissaient penser que la même personne avait commis ces meurtres. Mais on ne voulait pas que les gens pensent qu'il y avait un tueur en série en liberté. La police est maintenant confrontée à une situation nouvelle. 2 autres jeunes femmes ont été tuées durant les 3 dernières années dans cette région. Le corps de Michelle Brown, 25 ans, a été découvert en mars l'année dernière et Sarah McDiarmid a été enlevée à la gare de Kananook en 1990. Elle n'a jamais été retrouvée. L'hypothèse d'un tueur en série est inévitable. Si un tueur en série est en liberté, c'est dans ce genre d'endroit qu'il repère ses proies. Un endroit où passent de nombreuses jeunes femmes et mères de famille qui pensaient circuler en toute sécurité. Mais ce n'est plus le cas. Mon mari ne me laisse plus sortir le soir, sauf si j'ai un de mes chiens avec moi. On n'est plus en sécurité maintenant. Je sors avec mon mari. Si je suis juste avec une amie, je ne me sens pas en sécurité. Vos amis habitent en haut de la rue, mais vous avez peur d'aller les voir. C'est les méchants qui font la loi, ça vous met en rage. Je vais souvent en boîte, mais les filles ne viennent plus souvent. C'est trop dangereux pour elles de sortir le soir. La police met tout en œuvre pour retrouver cet assassin qui pourrait bien être un tueur en série. Il est évident que beaucoup de gens à Frankston avaient trop peur pour sortir le soir. On s'attendait tous à ce qu'il y ait d'autres victimes. Pour le meurtrier, tuer était devenu un besoin. La priorité était d'attraper le tueur. Pour ça, il fallait utiliser les médias et diffuser le plus grand nombre possible de photos d'Elizabeth et Debbie. Et communiquer les informations sur la voiture qu'elle conduisait, sur tout ce qui pourrait mener à l'assassin. Beaucoup de gens se sont manifestés pour apporter leur aide grâce à l'action des médias. Des témoins ont déclaré avoir vu un homme de grande taille retourner à la voiture alors qu'elle était déjà garée sur Madden Street. Il aurait pris des choses à l'intérieur. Selon d'autres déclarations, Debbie aurait été vue dans sa voiture avec un homme et au volant dans les rues de Frankston où elle conduisait de façon saccadée. Elle aurait tenté de faire des appels de phare, ce qui a conduit les enquêteurs à penser qu'elle avait été enlevée. On pense que le suspect est ensuite retourné en voiture jusqu'à Madden Street. Et surtout, on a acquis la certitude qu'il habitait les environs. Avec l'objectif de trouver le meurtrier ou un suspect, on a fait appel à un profiler. On m'a demandé d'étudier ces 2 affaires d'homicide pour voir si je pourrais établir des rapprochements concernant ces meurtres qui conduiraient à l'hypothèse d'un tueur unique. On a remarqué que les tueurs en série commençaient à tuer entre 18 et 24 ans. Ce genre d'individu vit dans un univers de fantasmes. Ils éprouvent énormément de plaisir en prenant le temps de choisir leurs victimes, la façon dont ils vont procéder pour les tuer et en imaginant quelles sensations ça va leur procurer. Si vous passez la plupart de votre temps à fantasmer, difficile d'exercer une activité professionnelle avec des responsabilités. Pour moi, il y avait suffisamment d'éléments prouvant que le tueur habitait forcément la région. Il n'allait pas commettre un meurtre dans un endroit complètement inconnu, parce que ce serait plus risqué. C'est pour cette raison qu'il devait être des environs. Il n'attirait pas l'attention. Les conditions étaient idéales pour lui. En tenant compte des analyses du profiler, la police de Frankston délimite rapidement un périmètre d'investigation. C'est là, pense-t-il, que le tueur doit se terrer. Tandis que chaque maison est passée au peigne fin et que leurs occupants sont minutieusement interrogés, un nouveau drame frappe de plein fouet la communauté. Une autre jeune fille a disparu. En moins de 8 semaines, 2 jeunes femmes sont assassinées. 2 meurtres violents et très semblables. La police ne dispose que de peu d'indices, mais n'hésite pas à déployer des forces supplémentaires pour prévenir les habitants du danger, tout particulièrement la nuit. Mais on apprend soudain la disparition d'une lycéenne de 17 ans, Nathalie Russell. D'habitude, Nathalie va au lycée à vélo. Mais comme il pleuvait, j'ai décidé de l'accompagner. Je l'ai déposée en lui disant, comme souvent, « Appelle-moi si tu veux que je vienne te chercher ».
Elle n'a pas appelé. Alors j'ai pensé qu'elle était allée en ville, ce qu'elle faisait souvent. Mais quand le bus est arrivé à 18h15, Nathalie n'était pas dedans. J'ai commencé à m'inquiéter. Le bus suivant est arrivé un peu après 19h et quand j'ai vu qu'elle n'en descendait pas non plus, j'ai dit à Brian, il se passe quelque chose. Je me suis présenté chez monsieur et madame Russell. Je me souviens que madame Russell était très nerveuse. Elle se tordait les mains. Je pense qu'elle se disait que quelque chose de terrible avait dû arriver. C'est d'ailleurs ce qu'on s'est tous dit cette nuit-là. On avait une photo de la jeune fille. On a aussi pris la description des vêtements qu'elle portait ce jour-là et on a noté sa taille et la couleur de ses cheveux. Et on a tout de suite demandé aux parents si elle avait appelé une amie, quelqu'un. Mais personne ne l'avait vue depuis la fin des cours. Pour se rendre au lycée, Nathalie a le choix entre la route classique et une piste cyclable enclavée entre deux terrains de golf. C'est en fait un raccourci que prennent souvent les élèves pour rentrer chez eux. Et c'est l'endroit logique pour commencer les recherches. On est arrivé à un endroit où il y avait un énorme trou dans le grillage, juste à côté d'un poteau métallique. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait des empreintes laissées dans le sang sur ce poteau. Et en avançant vers les buissons, j'ai vu un sac de cours identique à celui que tous les lycéens portent. Et quand j'ai regardé de l'autre côté, j'ai vu des collants et l'uniforme du lycée. Et tout le monde s'est tout de suite dit qu'il s'agissait de Nathalie. J'ai demandé s'il s'agissait d'une jeune fille. On m'a répondu oui. J'ai demandé si elle portait un uniforme. On m'a encore dit oui. J'ai dit celui du John Paul College. Encore un oui. Et là, je leur ai dit, ça ne peut pas être Nathalie. Elle est forte. Elle ne se serait pas laissée faire. Elle n'aurait laissé personne lui faire du mal. Ce que je peux dire pour avoir été sur la scène du crime, c'est que Nathalie s'est beaucoup débattue. Elle a vraiment essayé de repousser son agresseur. Toute l'herbe était quasiment arrachée à l'endroit où elle a été retrouvée. Elle a certainement tout tenté. Malheureusement, il était plus fort qu'elle. Le corps de Nathalie Russell, une lycéenne de 17 ans, a été découvert à 21h la nuit dernière, un peu plus de 2 heures après le début des recherches intensives menées par la police dans la région. Ce meurtre survient après celui de Deborah Frim, il y a 3 semaines, et celui d'Elizabeth Stevens, le 12 juin. Les enquêteurs confirment qu'elle est décédée des multiples coups de couteau portés à la poitrine et cherchent actuellement à mettre en évidence des points communs entre les meurtres. Comme pour les 2 autres victimes, on a remarqué des ressemblances évidentes. Mais dans ce cas-là, la différence la plus marquante, c'est que l'assassin a pris plus de risques. Et il avait clairement décidé de ne pas attendre la nuit pour frapper. Le fait d'avoir fait un trou dans la clôture lui permettait facilement de sauter sur n'importe quelle personne passant par là pour l'attirer de l'autre côté, sans oublier le chemin qu'il a utilisé. C'est vraiment très osé d'agir comme ça. Dès le lendemain matin, les experts de la police scientifique ratissent la scène de crime à la recherche du moindre indice. Le tueur en série a-t-il cette fois commis une erreur? Les policiers vont-ils parvenir à exploiter une marque, une indication, un résidu? Vont-ils enfin retrouver sa trace, l'identifier et mettre un terme à l'hécatombe? On a tout de suite remarqué cette ouverture dans la clôture. Un peu plus loin, on en a trouvé une autre, et une dernière sur la clôture d'en face. J'ai aussi récupéré des morceaux de grillage qui s'étaient détachés de la clôture. Et ça, c'était un élément très important, parce que le fait de trouver quel outil avait permis de faire ce trou nous donnerait des indices sur la scène du crime. Pour ce qui est du trou situé au nord du chemin, on a trouvé une grande quantité de sang sur un des poteaux. Le fait que ce soit celui de l'assassin était une possibilité, mais c'était peut-être celui de Nathalie. Cette ouverture dans la clôture donnait sur un endroit plein de végétation, où on a retrouvé le corps de la victime. On a retrouvé un genre de lanière en cuir, très semblable à celle que l'on fixe à des jumelles. Et il y avait du sang dessus. Et si on les avait utilisées pour étrangler la victime, elles auraient cassé. Et c'est précisément ce qui est arrivé. Le rapport d'autopsie fournit lui aussi des pistes sérieuses.
Dans la plus grave des lésions au niveau du cou, on a retrouvé un morceau de peau de 2,7 cm sur un demi-centimètre. On a procédé à une analyse plus poussée. On y a relevé des stries, ce qui laisse suggérer que cette peau provient d'une main. Et apparemment, pas de celle de Nathalie. Ce morceau de peau allait devenir un indice précieux pour les enquêteurs. Des tests ADN allaient nous permettre de faire un rapprochement entre la scène de crime et l'assassin. C'était le lien entre Nathalie et son agresseur. Police et bénévoles sont toujours à la recherche d'indices. Des dizaines de golfeurs ont été privés de parcours aujourd'hui, un périmètre de 3 km² ayant été bouclé. Nous sommes disposés à entendre toute personne ayant aperçu quelqu'un, en particulier un homme, rôdant autour des terrains de golf. Et c'est un jeune agent fraîchement diplômé de l'Académie de police qui va répondre à cet appel. Il détient la pièce manquante qui fait cruellement défaut aux enquêteurs. D'après le profiler, le tueur aurait entre 18 et 24 ans, serait sans emploi et habiterait les environs. La police se lance dans une opération de porte-à-porte dans un quartier ciblé, celui où l'assassin résiderait. Plus de 150 inspecteurs de tous les services de police confondus sont mobilisés dans la région de Frankston pour le début de l'opération baptisée Pulsar. L'inspecteur Wilson va bientôt découvrir une piste intéressante. 2 jeunes agents de police ont fait leur rapport et signalé un incident pour lequel on leur avait demandé de se déplacer la veille, le jour où Nathalie Russell avait disparu. On nous a demandé d'aller à Sky Road, dans la localité de Frankston, où un véhicule suspect avait été signalé. C'était une Toyota Corolla jaune. La voiture est garée face à la piste cyclable qu'utilisent tous les lycéens, y compris Nathalie. C'est une employée de la poste qui l'a signalée à la police. C'était vendredi vers 15h et j'avais presque terminé ma tournée. C'était bientôt la fin des cours et j'ai remarqué cette voiture qui n'avait pas de plaque. Il y avait un type dans la voiture. Il avait les bras croisés et après j'ai vu qu'il essayait de se cacher derrière le volant. J'ai continué ma tournée jusqu'à une maison où les propriétaires étaient là. Je le savais. C'est de là que j'ai appelé la police. Quand on est arrivé, il n'y avait personne dans ou à côté de la voiture, pas de plaque d'immatriculation non plus. Et on a remarqué que sur la carte grise du pare-brise, il y avait un numéro provisoire. On a relevé ce numéro. Ensuite, on a décidé de faire le tour de quelques maisons situées du même côté que le trottoir où était garée la voiture. Un petit travail de recherche. Mais ça n'a rien donné de concluant. Alors on a vérifié une dernière fois qu'on avait tous les éléments concernant le véhicule et on est parti. Le lendemain, ils ont fait leur rapport concernant ce véhicule et ça nous a permis de vraiment avancer dans l'enquête. Ça m'a donné confiance pour 2 raisons. Cette personne était sur les lieux quand le meurtre s'est produit. Donc, on était en présence soit d'un témoin capital, soit d'un suspect très sérieux. La voiture est immatriculée au nom de Paul Charles Denyer. Denyer habite au cœur de la zone ciblée par la police et par le profiler. Le cauchemar qui hante les habitants de Frankston est-il sur le point de s'achever? L'assassin va-t-il être identifié? Les chances sont minces, car au premier abord, Denyer n'a pas le profil d'un tueur en série. On a frappé à sa porte et Paul nous a invités à entrer. Il semblait plutôt détendu. Il s'est montré très coopératif, notamment dans ses réponses à nos questions. J'ai remarqué qu'il avait plusieurs coupures sur les mains. J'ai fini par lui demander de se présenter au commissariat de Frankston. Vous n'êtes pas tenu de dire ou faire quoi que ce soit, mais ce que vous direz ou ferez pourra être retenu contre vous. Vous comprenez? Oui. Âge et lieu de naissance? J'ai 21 ans, je suis né le 14 avril 1972. Vous êtes citoyen australien? Oui. Une activité salariée? Non, sans emploi en ce moment. Ce qu'on aimerait maintenant, Paul, c'est que vous nous disiez ce que vous avez fait depuis hier matin pour commencer. Je me suis levé vers 7h30, 8h moins 20, 7h30 ou 8h moins 20. Pendant l'interrogatoire, Paul Denyer s'est montré très cohérent par rapport aux réponses qu'il nous avait déjà données chez lui. Et en redescendant Carringle Drive, j'ai remarqué que la voiture chauffait vraiment.
C'est pour ça que je me suis arrêté à Sky Road. Et juste à côté, c'est là qu'il y a un terrain de golf. Je me suis arrêté pour regarder sous le capot de la voiture et j'ai vu que quelque chose s'était desserré. Cet après-midi, chez vous, j'ai remarqué que vous aviez des coupures sur les mains. Pourriez-vous les poser à plat sur ce bureau, s'il vous plaît? C'est une longue estafilade ici. Vous pouvez nous dire comment et quand c'est arrivé? Hier, en regardant la voiture. Et comment exactement? Le ventilateur tourne dans ce sens. Moi, je me tenais devant la voiture avec ce ventilo qui tourne. Et là, il y a l'alternateur. Et en dessous, il y a des câbles sous le radiateur. Et il y avait un câble sur le dessus que j'avais installé pour un phare. Et c'est sûrement quand je m'en suis approché que le ventilateur m'a touché. Mais pourquoi avoir laissé le contact pour vous occuper du radiateur? Je ne suis pas très doué, en fait. Pendant que Paul Denyer détaille son emploi du temps, son appartement est fouillé. Je me suis rendu chez lui et j'ai participé à l'ensemble de l'opération. Demande de mandat, fouille des lieux et découverte des preuves. Les enquêteurs mettent la main sur des couteaux et plusieurs vêtements suspects. Dans la voiture, ils trouvent une paire de jumelles sans lanière et parmi ces nombreux outils, des pinces. Ça a forcément renforcé nos convictions. Rien à voir avec l'impression qu'on avait eue quand ce type nous avait claqué la porte au nez. Cette fois-ci, on savait qu'on était en présence d'un vrai suspect. Pour en avoir une confirmation scientifique, les pinces sont déposées au laboratoire médico-légal. Elles sont utilisées pour couper du fil de fer barbelé. Chaque paire de pinces laisse une marque bien distincte lorsqu'elle est utilisée pour couper, comparable aux empreintes digitales chez l'homme. Toute trace d'usure, toute imperfection sur les lames se reporte sur le fil qu'elle coupe. Ces tests en laboratoire sous microscope révèlent que les marques laissées sur le fil de fer barbelé sont identiques à celles de la clôture sur la scène de crime. Savez-vous qu'une jeune fille a été assassinée à Frankston? Oui. On est samedi aujourd'hui. Quand l'avez-vous appris? J'ai vu des voitures de police arriver ce matin quand j'arrivais sur Sky Road. Il y avait des bénévoles aussi. Pardon, vous avez vu les bénévoles et tout le reste sur Sky Road? Oui. Ils avaient mis des bandes blanches pour barrer la route. Je vous ai vu, vous. Quoi, moi? Oui, vous. Avec un autre type. Et que faisiez-vous à ce moment-là? Où alliez-vous ou que faisiez-vous? À chaque fois, il semblait capable de fournir une bonne réponse. Ce qu'il était en train de faire, où il était, ce qui a forcément éveillé nos soupçons, parce que personne ne se souvient jamais de tout dans les moindres détails. Plus déroutant encore, Paul Denyer semble se rappeler de chaque minute de son emploi du temps le jour des meurtres d'Elizabeth, Debbie et Nathalie. Hier, votre voiture était garée en face de l'endroit où le corps de Nathalie Russell a été retrouvé. La nuit où Debbie Freem a disparu, vous vous rendiez à la gare de Kananook. Vous avez raté votre train et avez fait demi-tour. Et la nuit où Elizabeth Stevens a disparu, vous étiez à proximité de Lloyd Park, où vous deviez récupérer une batterie. Pour vous, il ne s'agirait que de coïncidence? Oui, c'est le cas. À chaque fois? Oui. Êtes-vous responsable de la mort d'une de ces femmes? Non. Tout au long de son interrogatoire, Paul Denyer fait preuve d'un sang-froid étonnant. Il répond avec calme et précision aux questions de Rod Wilson, avance des arguments logiques et crédibles pour justifier sa présence à proximité des scènes de crime et finit même par semer le doute dans les esprits des enquêteurs. En dernier ressort, le policier lui demande de se soumettre à une comparaison d'échantillons d'ADN. Un test imparable, fiable, à plus de 99%. Et cette proposition fait basculer l'interrogatoire et désorganise complètement le système de défense du suspect.
La police continue d'interroger le suspect principal, Paul Charles Denyer. Sa voiture était garée à proximité de l'endroit où le corps de Nathalie Russell a été découvert. Dans son appartement ont été retrouvés des éléments permettant de le relier à la scène de crime. Et sur ses mains, on relève la présence de coupures suspectes. On a besoin d'effectuer un prélèvement sanguin pour confirmer ou infirmer votre implication dans ces meurtres. On lui a demandé d'effectuer un prélèvement, ainsi que l'autorisation de prélever d'autres tissus pour les comparer à ceux trouvés sur Nathalie Russell. C'était le seul moyen de le relier au meurtre. On va faire une pause. Vous voulez un café ou un verre d'eau? Un autre café. Vous le prenez comment? Avec du lait et de sucre. Je vous fais apporter ça. On fait une pause. À ce moment précis, il a commencé à prendre conscience qu'il allait devoir se soumettre à des examens sanguins et que les tests ADN pouvaient le relier aux scènes de crime. Il savait qu'on ne croyait pas à sa version. Pour vous, Oui. il ne s'agirait que de coïncidence à chaque fois? Oui, c'est le cas. Je pense qu'il savait que c'était fini. Et pendant que nous attendions que nos experts du laboratoire médico-légal interviennent pour les prélèvements, l'inspecteur Darren O'Lachlan est resté avec Paul Denyer. Darren portait une croix autour du cou et Paul lui a demandé s'il était croyant. Et la conversation s'est engagée sur ce thème. Vous avez parlé à l'inspecteur O'Lachlan et vous lui avez dit que vous étiez responsable des meurtres de 3 femmes. Est-ce exact? Pourriez-vous nous expliquer avec vos mots à vous ce qui s'est passé concernant la mort d'Elizabeth Stevens à Langwarren? Je l'ai vu descendre du bus. Je l'ai suivi. J'ai mis ma main gauche sur sa bouche, comme ça, et braqué un revolver sur sa tête, comme ça. J'ai commencé à l'étouffer avec mes mains. Et elle a fini par s'évanouir au bout d'un moment. Après, j'ai sorti un couteau. Et ensuite, j'ai traîné son corps là où on l'a découvert. Et j'ai mis 2 branches d'arbres sur elle. Pouvez-vous me dire pourquoi vous l'avez agressée cette nuit-là? Parce que c'est juste que j'ai ressenti cette envie. Quel genre d'envie? Vous pouvez être plus précis? J'ai eu envie de tuer. À partir du moment où il a admis les faits, il n'a absolument pas cherché à dissimuler quoi que ce soit. Il était évident qu'il voulait nous raconter tout ce qui s'était passé. Dites-nous ce qui est arrivé. La voiture était garée là. On parle de celle de Debbie Frim? Oui, une Nissan Pulsar. Je marchais dans cette rue. Je l'ai vue descendre de voiture. Elle est entrée dans cette épicerie et moi je suis monté à l'arrière. La voiture était garée juste en face, ce qui fait que je pouvais la voir d'où j'étais. Pourquoi l'avoir choisie, elle? J'ai ressenti le besoin de le faire à ce moment-là. Et ensuite, que s'est-il passé? Elle est ressortie. Je l'entendais avancer vers la voiture et moi j'étais caché à l'arrière. Elle est remontée en voiture sans me voir. Elle a commencé à manœuvrer pour faire demi-tour. C'est là que j'ai sorti un revolver. Elle a foncé dans ce mur. Elle l'a percuté où? Ici, je crois. D'où l'impact sur le capot. Et après, vous avez pris la direction de Kananook Avenue? Il était complètement détaché de tout ça, comme si cela n'était jamais arrivé. Il racontait les choses avec beaucoup de froideur. Il conduit Debbie vers Taylor Road. Il tente d'abord de l'étrangler avant de la poignarder, tout comme Elizabeth Stevens.
J'ai traîné son corps sur 1 mètre environ vers les arbres et je l'ai laissé contre la clôture où on l'a retrouvée. Après, j'ai cassé 2 branches de l'arbre le plus proche et je les ai posées sur elle. Je suis remonté en voiture, j'ai réglé le siège parce qu'elle était beaucoup plus petite que moi et j'ai pris la direction de Madden Street. Pourquoi Madden Street? Ni trop près, ni trop loin de chez moi. Le lendemain, plusieurs témoins décrivent un homme ressemblant à Paul Dennière qui serait retourné à la voiture de Debbie pour récupérer ses courses et son portefeuille. Je voulais connaître son nom et voir ce que contenait son portefeuille. Je l'ai enterré sur le terrain de golf. Vous pouvez nous montrer où exactement? Oui, avec précision. Comment allez-vous le retrouver? Je le retrouverai. Vous nous avez conduits jusqu'ici, jusqu'à l'ouverture faite dans le grillage. Et c'est donc par là que vous avez enterré le portefeuille? Il creusait avec un peu d'acharnement, et on avait presque envie de lui dire de ne plus rien faire, que de toute façon on allait le retrouver. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Comme pour nous prouver qu'il disait vrai. Il avait peur qu'on ne le croie pas. Vous pouvez le tenir comme ça et le secouer un peu pour enlever la terre. C'est donc là que vous l'aviez enterré. Il appartient à... Debbie Friem. 3 semaines plus tard, la police et l'assassin retournent sur les lieux. Vous pouvez nous parler de ça? Ce jour-là, j'étais venu ici plutôt pour faire des trous dans le grillage. Avec quoi? Des pinces. J'étais installé ici et j'ai regardé Nathalie Russell arriver. Je suis passé par cette ouverture et j'ai attendu caché derrière les arbres. Jusqu'à ce qu'elle arrive à cette hauteur et prenne cette direction. Quand elle s'est retrouvée 10 mètres plus bas environ, je suis sorti de ma cachette. Nous reprenons le même parcours. Vous restiez à la même distance derrière elle? Non, je me rapprochais petit à petit. Je marchais sur l'herbe, comme ça, pour éviter de faire du bruit. Pour ne pas être repéré? J'avais un couteau avec un manche rouge. Il venait d'où? De chez moi. C'est tout ce que vous aviez? Et une lanière en cuir. Vous avez dû la retrouver sur les lieux, mais cassée en 2. Utilisée pour? Pour l'étrangler. Elle venait d'où? D'une paire de jumelles. C'est là que je l'ai attaqué. J'ai mis ma main sur sa bouche, ma main gauche, comme ça. Et je l'ai emmené ici. Il n'éprouve absolument aucun remords pour ce qu'il a fait. La sincérité de sa confession est terrifiante, et la façon dont il a décrit ce qu'il a fait à ses victimes, sans montrer la moindre émotion, c'est pénétrer dans un univers effroyable. Pourquoi l'a tué? Pour la même raison qu'avant. En fait, j'ai toujours eu envie de tuer. Depuis quand? Depuis que j'ai 14 ans environ. Paul Dennière reconnaît avoir assassiné 3 jeunes femmes et décrit les meurtres sans la moindre émotion. Mais il admet également avoir agressé Rosa Toss la nuit où il a tué Debbie Friem. C'est arrivé plusieurs semaines après Elizabeth Stevens? Oui, j'étais dans cet état comme tous les jours. Et cette pulsion est devenue plus forte jusqu'à ce que j'en arrive là. Vous aviez la même arme? Oui, la même. C'est celle que vous aviez quand vous avez agressé Elizabeth Stevens? Oui, c'est celle-là. La même pour Deborah Friem? Oui. La même pour la jeune femme de Seaford? Oui. Si cette femme ne s'était pas enfuie, qu'auriez-vous fait? Je l'aurais tuée. Rosa n'est pas la seule à avoir échappé au tueur. Ça fait plusieurs années que je repère des femmes comme ça, à Frankston. J'attendais juste l'opportunité de passer à l'acte, le bon moment. La confession de Paul Dennière dure plus de 5 heures. Paul Dennière, 21 ans, sans emploi, a été inculpé ce matin au commissariat de Frankston. Le périmètre avait été sécurisé lorsque l'accusé a quitté le poste dans un véhicule escorté par une seconde voiture de police.
Quand j'ai rejoint mes collègues dans la salle des opérations, je peux vous assurer que le sentiment de satisfaction était palpable. On était tous soulagés, contents d'avoir attrapé le coupable. Tout le monde y allait de son petit commentaire. Ça tient à l'implication de chacun, au temps consacré à l'enquête, aux malheureuses victimes. Notre satisfaction était manifeste. On s'est tous retrouvés aux petites heures du matin pour partager quelques bières avant de rentrer chez nous. Quand tout a été terminé, il s'est levé, il s'est avancé vers moi, il est resté devant moi et il a juste dit « Je suis désolé ». Et je me suis dit « Tu peux me mentir à moi, mais pas à Dieu ». Une fois le jugement rendu, la presse révèle des pans entiers de la pitoyable existence de Paul Dennière. On apprend ainsi que le profil de l'assassin coïncide en tout point avec celui d'un tueur en série tel que les décrivent les manuels de criminologie. Issu d'une famille violente, fraîchement immigrée en Australie, Dennière est un enfant obèse, introverti, solitaire. Très jeune, il fait une chute et subit un traumatisme crânien. Puis, il est victime d'abus sexuels que lui inflige son frère aîné. Il témoigne ensuite d'un goût maniaque pour les couteaux, les pistolets qu'il confectionne jusqu'à l'obsession. Après avoir martyrisé l'ours en peluche de sa sœur, il tranche la gorge du chaton de la famille et suspend sa dépouille à un arbre. À l'âge de 13 ans, il vole une voiture. 2 ans plus tard, il est jugé pour avoir obligé un camarade à se masturber devant des enfants. Et l'escalade se poursuit, inexorable, terrifiante. Devenu adulte, il s'attaque à 2 chèvres dans le champ voisin de son travail qu'il dépece avec sauvagerie. Dès lors, plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Devenu asocial, il se fait licencier des emplois subalternes qu'il occupe. Enfin, en 1992, un an avant les meurtres, il cambriole l'appartement de ses voisins, détruit leur mobilier, lacère leurs vêtements, tue la chatte et ses chatons, les découpe en morceaux et éparpille leurs entrailles sur les murs. Que pouvait-il advenir d'un être à ce point pervers et perturbé? Seuls des soins psychiatriques appropriés auraient pu, peut-être, stopper le monstre avant qu'il ne s'en prenne à des jeunes filles. Pour nous, ça a vraiment été un énorme choc. Après avoir fait subir ces choses horribles à ces jeunes femmes, le fait que le tribunal n'ait prononcé qu'une peine de 30 ans pour 3 meurtres, c'est scandaleux. Malheureusement, combien de fois se retrouve-t-on confronté à cette situation? À leur sortie de prison, il recommence. Il ne pourra jamais s'en empêcher. C'est ce qu'il est, c'est tout. Un assassin. Le 20 décembre 1993, pour avoir assassiné 3 femmes et en avoir agressé une autre, Paul Dennière est condamné 3 fois à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En rendant son verdict, le juge déclare que la peur que le tueur en série a fait régner restera longtemps gravée dans les mémoires de milliers de femmes. Pourtant, 6 mois plus tard, Dennière fait appel du jugement et voit sa peine ramenée à 30 ans de réclusion incompressible. Bien que cette sentence soit la plus sévère jamais prononcée en Australie, les familles des victimes se sentent trahies par la décision de la Cour suprême. En 2023, Paul Dennière recouvrira sa liberté. Il sera alors âgé de 51 ans. À l'heure où je vous parle, eh bien, je pense avec compassion aux habitants de la ville australienne dans laquelle il aura la mauvaise idée d'aller s'installer. Ainsi s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette antenne pour un nouveau numéro des Enquêtes Impossibles.